Cette exposition a été conçue d'abord sur le modèle d'un embarquement au voyage, avec l'idée que le site de Délos est un site que les touristes connaissent généralement moins que les autres, notamment parce qu'il ne fait traditionnellement pas partie des grands circuits qui conduisent plus volontiers à Delphes, à Olympie ou à Épidore. Une invitation au voyage qui commence dès le départ par un couloir d'entrée qui nous fait partir de Mykonos et qui nous fait prendre la mer pour voguer vers l'île de Délos. Pierre ponce de l'île de Milo ou de Santorin, cailloux roulés par les vagues, sable de la baie de Fournie, mais aussi éponges, plumes de paon et immortelles bleues, créent véritablement l'identité visuelle de l'île et marquent à jamais ceux qui ont la chance de la visiter. L'exposition Embarquement pour Délos est également une exposition qui valorise la couleur, la polychromie antique. On la voit dès l'affiche qui présente l'exposition, mais on voit également se développer cette polychromie dès la fin du XIXe siècle avec ce que l'on appelle à l'époque les restaurations, que l'on appellerait aujourd'hui plus exactement des restitutions. Ces restitutions sont pour Délos le fruit du travail de Henri-Paul Neynaud, architecte Grand Prix de Rome, pensionnaire de la Villa Médicis, qui, comme une partie de ses corélégionnaires, doit s'associer aux travaux des écoles françaises en Italie et en Grèce pour à la fois faire des relevés des chantiers, mais aussi produire des restitutions en couleur des sanctuaires, des temples et de l'ensemble des monuments qui ont été dégagés. Nous présentons ici dans cette exposition des reproductions à l'échelle 1:1 des travaux de Henri-Paul Neynaud, avec évidemment leur riche polychromie. Et ces reproductions à l'échelle 1:1 permettent véritablement de visualiser l'ampleur de son travail, qui est un travail qui cherche à restituer évidemment l'architecture des bâtiments, mais aussi à restituer l'ambiance d'un sanctuaire dans l'Antiquité qui est véritablement peuplé d'un très grand nombre d'offrandes. Ces offrandes ne sont pas toutes connues, en tout cas dans leur représentation figurée. Pour beaucoup, on ne possède plus à Délos que leurs bases inscrites, mais un des travaux de Neynaud est précisément de restituer la présence de ces statues, dont certaines sont plus ou moins inventées, mais dont d'autres font véritablement partie de l'ensemble du décor qui était valorisé dans le sanctuaire d'Apollon. Il faut bien imaginer que ces documents, aujourd'hui conservés à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, marquaient évidemment profondément ceux qui les voyaient à la fin du XIXe siècle et qui n'étaient pas encore tous complètement habitués à la polychromie de l'architecture de l'Antiquité. L'exposition s'est organisée également naturellement autour des tirages en plâtre que nous possédons de la collection délienne. Nous en avons peu, nous en avons seulement 6, mais cette petite collection représente finalement la plus grande collection conservée encore de tirages en plâtre dans une université française. Il faut voir que ce petit nombre s'explique notamment par le fait que les sculptures déliennes ont été moins diffusées par la copie en plâtre que les sculptures de Delphes qui, elles, ont bénéficié d'opérations systématiques dès la Grande Fouille. Nous enrichissons, pour ainsi dire, le contexte de ces plâtres par l'ajout de reproductions, de photographies du début du XXe siècle, photographies de fouilles en particulier, mais aussi photographies d'artistes comme le photographe genevois Fred Boissonnat, et également de documents figurés comme des aquarelles d'Albert Gabriel, qui sont des aquarelles d'ambiance et de composition faites à partir d'objets trouvés à Délos. On trouve donc dans cette exposition un grand attendu de la collection délienne, à savoir ce buste dit de l'Inopos, mais qui est considéré aujourd'hui non pas comme une personnification de ce fleuve qui courait à Délos, mais plutôt comme un portrait d'Alexandre le Grand. Il aurait été trouvé quelque part dans le quartier qu'on appelle aujourd'hui le quartier de l'Inopos, mais il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre,
qu'il a intégré bien avant le début des fouilles de l'école française en 1873. Autre fleuron de notre exposition, c'est le prêt qui a été consenti ici par l'Institut de France et sa bibliothèque d'une copie en bronze de la tête qu'on appelle traditionnellement la tête de la palestre. Cette tête en bronze est probablement une des sculptures les plus précieuses et les plus importantes trouvées dans la Délos hellénistique. Elle est tout à fait caractéristique du développement du portrait qui, cette fois, représente un individu et non plus simplement un personnage stylisé, mais représente un individu avec toutes les caractéristiques de ses traits individuels, les plis sur le front, la fossette au menton, l'air soucieux, les rides au coin des yeux. Cette tête est découverte dans la palestre dite de granit en 1912 et nous avons ici affaire à une copie exceptionnelle en bronze. Généralement, les copies sont réalisées plutôt en plâtre. Cette copie en bronze a été offerte à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est l'une des tutelles de l'école française d'Athènes depuis l'origine. Elle a été offerte par le grand argentier de la Grande Fouille de Délos, en l'occurrence le duc Joseph Florimond de Louba, riche franco-américain, correspondant étranger de l'Académie des inscriptions, qui a d'abord été un américaniste fervent et qui a largement œuvré au soutien et au développement des études américaines, et qui, au tout début du XXe siècle, se tourne vers le soutien financier à l'Antiquité, et c'est à lui que l'on doit le financement intégral de la Grande Fouille de Délos. Ce qui fait également la caractéristique de Délos, c'est évidemment son insularité. Et qui dit insularité, dans une île extrêmement exiguë d'environ 5 km², dit évidemment vie en communauté. Nous la vivons encore aujourd'hui, mais il faut bien se remettre dans le contexte de la deuxième moitié du XIXe siècle et même encore de la première moitié du XXe. C'était une île où l'on restait souvent plusieurs semaines et surtout plusieurs mois et que l'on ne quittait que rarement durant la durée de son séjour. Nous avons voulu dans ce grand panneau surtout insister, moins sur les fouilles que sur les traits de la vie quotidienne, en montrant en particulier l'importance des photographies de groupe qui montrent qu'on s'amusait probablement déjà beaucoup à Délos, et aussi qu'un certain nombre de scènes sont aujourd'hui encore atemporelles. En effet, on revit encore aujourd'hui un certain nombre de ces scènes, on les reproduit pour ainsi dire, comme une coupe de cheveux sur la terrasse, la sieste dans les transats, la levée des drapeaux français et grecs au moment des fêtes nationales, et en particulier du 14 juillet, la présence à nos côtés qui rendent le séjour plus facile du personnel de l'école, contremaîtres, cuisiniers, qui œuvrent chaque jour à ce que le séjour soit tout à fait agréable. Et toutes ces scènes sont tout à fait typiques d'une vie délienne que l'on vit encore aujourd'hui par certains de ses traits. Bien évidemment, l'électricité est apparue, en particulier dans les années 80. Évidemment aussi, on n'y va plus en caïque, mais en grand bateau à moteur. Mais pour le reste, l'ambiance de Délos reste pour beaucoup encore proche de ce qu'ont vécu nos illustres prédécesseurs. Pour l'exposition, nous avons également fait réaliser un certain nombre d'objets qui aident à la compréhension de l'île et sont des objets de médiation, de valorisation à destination du grand public. Parmi les objets que nous avons fait fabriquer, on trouve ce plan relief de Délos, qui est une sorte de maquette générale de l'île, fabriqué par l'atelier Villeurbanais du Carrois-Grange, et qui nous propose véritablement une vue générale de l'île, de son relief, qui est finalement relativement accidenté, et puis qui permet de montrer au grand public l'importance des vestiges et le rapport qui existe entre le centre urbain densément construit et le reste de la campagne, des pointes nord, des pointes sud. Et cet objet connaît évidemment un grand succès au prix du public parce que précisément par la confrontation au volume
et non pas simplement à l'image en 2 dimensions, on peut se rendre compte justement de l'emprise de l'île, de sa forme véritable et de la manière dont on peut aller d'un point à un autre. La manière justement de percevoir cette île, d'imaginer ce qu'elle a pu être dans l'Antiquité, puisque nous avons affaire à une île entièrement site archéologique, qui était une ville complète, avec ses quartiers d'habitation, ses sanctuaires, son gymnase et son stade, son théâtre, ses infrastructures portuaires. Pour s'en rendre véritablement compte, nous avons besoin du recours à l'image et éventuellement à la restitution. Ce détour par le dessin, par la restitution, comme on l'a vu, c'est un détour qui est manifestement rendu indispensable. Dès la redécouverte de Délos, on en a évidemment des traces depuis les premiers voyageurs dès le XVe siècle, mais aussi surtout par les voyageurs du tout début du XIXe siècle qui découvrent Délos et qui, dans leurs témoignages, nous transmettent l'idée d'une Délos peu hospitalière en tout cas, complètement désertée, et surtout une île qui est un champ de ruines très peu compréhensible. Un champ de cailloux, un champ de blocs d'où émerge parfois la main d'une statue, une stèle inscrite. Mais pour le reste, l'ensemble de cet espace est quasiment illisible. De ce fait, les voyageurs, en particulier ici des gens comme Charles-Robert Coquerel, qui voyage dans les Cyclades et à Délos en 1810, ou Aller von Allerstein, qui voyage dans la même période, ont trouvé sans doute extrêmement utile, voire indispensable, de recourir au dessin de reconstitution, parce qu'à ce moment-là, il y a très peu d'idées de la manière dont le sanctuaire d'Apollon s'organise, mais il nous laisse en tout cas des vestiges de ce recours au croquis, au dessin, qui, pour nous, est extrêmement parlant, à la fois scientifiquement et en même temps pour sa valeur esthétique. De la même façon ici, pour cette grande reconstitution réalisée par l'architecte Camille Lefebvre, qui travaille d'après photo et qui va, à partir d'une photo de Délos vue probablement depuis les pentes du Saintes, produire un dessin au trait et en couleur, restituant le dynamisme du port, l'importance des grandes constructions, le développement des quartiers urbains, etc. Parmi les restitutions, nous trouvons évidemment de plus en plus, au fur et à mesure que l'on avance dans le XIXe siècle et au fur et à mesure que l'école française organise des recherches dans cette île, on va trouver des documents de plus en plus scientifiques. Ces cartes nous sont évidemment précieuses puisqu'elles suivent directement le début des fouilles et qu'elles nous présentent un état des vestiges qui, pour une part, n'est plus forcément visible aujourd'hui. On remarque en particulier sur ces cartes qu'apparaissent déjà énormément de murs affleurants que l'on redécouvre en quelque sorte aujourd'hui, mais qui sont manifestement beaucoup plus visibles à la toute fin du XIXe ou au début du XXe siècle. C'est également l'idée que l'on peut se faire grâce à la reproduction ici des photographies de Fred Boissonnat. Il est issu d'une illustre famille de photographes genevois et il a fait au tout début du XXe siècle plusieurs voyages en Grèce dont il a tiré notamment 2 importants volumes. Tout d'abord la Grèce par Mons et par Vaux et en deuxième volume des Cyclades en Crète au gré du vent qu'il a tous deux fabriqués, je dirais, élaborés avec son comparse Daniel Bobovi. Il travaille et il séjourne à Délos sous l'égide de l'école française d'Athènes. Il va être cornaqué d'ailleurs très probablement par Maurice Solo, à qui il va donner un certain nombre de tirages de ses photographies prises en Grèce et à Délos. Et il nous fournit là encore un état des vestiges qui est antérieur à ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Et surtout, il donne à Délos un regard qui n'est pas celui de l'archéologue, qui n'est pas non plus celui du voyageur, mais qui est en quelque sorte le regard de l'artiste qui utilise la photographie. Ce contexte sert en particulier d'écrin pour montrer ici 2 statues archaïques, et plus particulièrement la Koren Nicandré, qui est
un deuxième objet que nous avons fait fabriquer expressément pour la tenue de cette exposition. En effet, la Corénique André ne faisait pas partie de la collection du musée des Moulages, même si Henri Le Chat, qui l'a constituée entre la toute fin du XIXe et le premier quart du XXe siècle, était un spécialiste de sculpture archaïque. Nous souhaitions l'exposer, d'abord parce que c'est une sculpture extrêmement importante pour l'histoire de la grande sculpture grecque, aussi parce qu'elle porte le numéro d'inventaire numéro 1 du Musée national d'Athènes et qu'elle est donc entrée très précocement dans les collections de ce grand musée. Nous avons donc décidé de tester pour la première fois la reproduction d'une sculpture en taille naturelle à l'imprimante 3D. La coque intérieure, la silhouette, est dans un composé de plastique et les artisans de l'atelier ont ensuite appliqué une patine effet pierre pour rendre un certain nombre de détails, les accentuer et rendre la statue telle qu'elle est aujourd'hui. Avant-dernière étape de l'exposition, c'est une salle qui est consacrée aux maisons, aux quartiers d'habitation, puisque c'est véritablement ces quartiers d'habitation, l'état de conservation de leurs peintures, de leurs décors, de leurs mosaïques, qui marquent véritablement les esprits de ceux qui visitent Délos. En effet, rares sont les cas en Grèce où l'on peut véritablement se promener dans des quartiers d'habitation où certains murs sont encore conservés sur 4 à 6 mètres de hauteur. Et cela provoque évidemment pour les visiteurs une expérience tout à fait intéressante d'entrer véritablement dans la vie quotidienne des anciens Grecs. Nous avons reproduit, pour mettre le public dans l'ambiance, un certain nombre de restitutions en couleur, et parmi les plus belles, les œuvres d'Albert Gabriel, qui est à la fois un architecte et un photographe qui a travaillé à Délos au début du XXe siècle. Nous avons également produit des photographies de mosaïques et de peintures qui permettent de souligner la variété des thèmes iconographiques qui y étaient représentés et surtout la très grande qualité de facture qui était celle d'un certain nombre de mosaïstes travaillant à Délos et qui prouve qu'une bonne partie de la population délienne avait des moyens considérables à consacrer à la décoration de leur maison particulière. Nous avons également produit ici une maquette à l'imprimante 3D de la maison de Fourny, qui est une maison située en dehors du centre urbain densément peuplé et qui est tout à fait particulière par ses dimensions, sa fonction et sa localisation. En effet, elle est aussi placée en dehors du circuit de visite traditionnel. Nous sommes ici dans un environnement naturel qui est exceptionnel, avec une vue en particulier sur la baie de Fourny, qui est la seule grande plage de sable de Délos. Et nous avons affaire à une très grande maison à péristyle qui associait en son sein à la fois une partie habitative extrêmement luxueuse et une partie de production agricole, probablement de vin, puisque nous avons découvert en 2012 et 2014 une aire de foulage associée à une cuve pour la fabrication du vin. Dans cette salle, on trouvera également une forêt de diadumènes. Alors les diadumènes, les statues qui portent ce nom, sont héritées du nom que nous conserve Pline l'Ancien, d'une statue dont l'original avait été réalisé par Polyclète au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui représente un athlète en train de se ceindre la tête du bandeau de la victoire. C'est donc le geste qui est ici représenté, même si les avant-bras manquent. Il faut restituer ici des bras en position haute, tenant dans les mains les extrémités d'un bandeau qu'il est en train de nouer sur la tête et plus précisément sur le front. On est ici dans la très grande tradition des représentations d'athlètes vainqueurs qui ont fait les heures de gloire véritablement de la sculpture classique, au point d'ailleurs qu'un certain nombre de ces œuvres,
le diadumène en particulier, nous sont aujourd'hui conservés par un certain nombre de copies d'époque romaine, des copies plus ou moins fidèles à l'original. Cet original était en bronze, il est aujourd'hui entièrement perdu, mais l'on possède encore un certain nombre de copies, en marbre très généralement, dont l'un des exemplaires a été découvert à Délos, dans la maison à laquelle il a désormais donné son nom, la maison dite du diadumène. Le buste d'Aphrodite, qui fait partie de l'ensemble du groupe statuaire représentant une bataille amoureuse et que l'on appelle le groupe d'Aphrodite, Eros et Pan. Ce groupe a été découvert dans un édifice qu'on appelle l'établissement des Poséidoniastes de Bérytos. Il est identifié par les inscriptions qu'on y a retrouvées et il s'agit d'un établissement créé par l'association des banquiers entrepositaires et marchands venant de Bérytos, c'est-à-dire l'antique Beyrouth. Ce groupe statuaire était donc un ornement de ces salles de réception. Il est un peu plus petit que la taille naturelle et il est tout à fait caractéristique du style qui se développe à l'époque hellénistique, un style plus anecdotique qui présente les dieux sous un jour très humain et qui conduit notamment à l'érotisation d'un certain nombre de motifs autour des deux grandes figures divines que sont Dionysos d'une part et Aphrodite d'autre part. Elle est donc ici représentée surprise au bain, comme cela va devenir un topos et une thématique très répétée à l'époque hellénistique. Surprise au bain en particulier par le dieu Pan, qui cherche à la circonvenir, et elle-même va se défendre en enlevant l'une de ses sandales et en le menaçant d'un coup. C'est la manière dont elle est ici représentée. On notera aussi le jeu un peu ambigu du petit Eros entre les deux personnages, un petit Eros rigolard dont on ne sait pas vraiment s'il repousse sincèrement le dieu Pan ou si au contraire il s'accroche à sa corne pour plutôt le rapprocher de sa mère Aphrodite. Enfin, pour clore l'exposition, nous avons souhaité d'une part faire la part belle aux hommes de Délos, à tous ceux qui ont fait Délos et qui se trouvent représentés en particulier en silhouette encore aujourd'hui dans la bibliothèque de la Maison de Fouilles à Délos, au point que l'on a vraiment dans cette Maison de Fouilles une appropriation toute personnelle de cet espace dans lequel on entre en prenant en bonne part, bien sûr, tout un héritage, celui des grands anciens qui nous ont précédés et qui ont évidemment conditionné la manière dont on travaille aujourd'hui et dont on organise les recherches à Délos. Vous verrez donc dans cette vitrine un certain nombre de portraits, en plus des silhouettes que vous avez ici d'architectes, d'archéologues qui ont fait les grandes fouilles de Délos. On trouvera en particulier la représentation des directeurs, Théophile Moll, Maurice Holleaux, mais aussi d'Henri-Paul Nénaud en grand costume d'académicien, puisqu'il a été à l'Académie des Beaux-Arts, et un certain nombre d'objets qui documentent l'existence de ces échanges constants entre les différents membres et anciens membres de l'école. Pour retrouver l'ambiance délienne, nous avons également proposé aux visiteurs de voir confortablement assis dans des transats de type délien des images et des films qui ont été pris en particulier au drone par le topographe de l'école Lionel Fadin et qui vous donneront une idée la plus complète possible de l'ampleur du site, de sa majesté et des richesses qui y sont encore à découvrir.